À la baby shower de ma sœur, elle a soudain saisi un couteau à gâteau, l'a pointé sur mon ventre de femme enceinte et s'est mise à hurler « C'est ma journée !» Quand j'ai tenté de la calmer, elle a lancé entre ses dents « Tu m'as volé ma vie et mes bébés !» Je me suis contentée de la dévisager, sidérée. C'était il y a 9 mois. La semaine dernière, la police a découvert, dans un box de stockage, une chambre de bébé entièrement décorée, avec les prénoms de mes jumeaux peints sur les murs. Je traversais le campus de l'université de Buffalo, prête à recevoir mon diplôme, quand j'ai entendu ma sœur pousser un cri déchirant. Mélissa s'est effondrée par terre, en pleine crise de panique, coupant court à la cérémonie. Les secours se sont précipités. C'est toujours pareil avec elle, elle doit être au centre de l'attention. À mon premier récital de piano, à 12 ans, elle s'était évanouie au premier rang. Au bal de promo, le soir où j'ai été élue reine, elle a simulé une attaque cardiaque. À chaque occasion spéciale, c'est la même comédie. Ce n'est que 3 ans plus tard, en recevant l'invitation à sa baby shower, que j'ai compris que c'était à mon tour de lui rendre la monnaie de sa pièce. Mon mari était là quand j'ai ouvert l'enveloppe, et tout de suite, je me suis blottie contre lui. On essaie d'avoir un bébé, ai-je murmuré à son oreille. Il a eu l'air surpris. Tu veux pas attendre encore un peu? Non, c'est le moment ou jamais. Je m'étais lancée dans des calculs savants. Il me restait 3 cycles au maximum pour que le timing soit parfait. Sa fête étant prévue dans 3 mois. Premier test, négatif. J'ai fixé la barre unique, frustrée. Deuxième essai, encore raté. Puis, allongée dans la pénombre, le ventre couvert de gel, le silence de l'échographiste m'a fait frissonner. Elle a déplacé la sonde et puis, félicitations, il y en a 2. J'ai éclaté de rire. Un vrai fou rire de soulagement et d'excitation. Les mois suivants, je me suis érigée en plus grande supportrice de Mélissa, la poussant à vivre à fond sa journée. Ma belle, il te faut un compte à rebours sur Insta. Je m'en occupe. Je publiais tous les jours, plus que 5 mois avant que ma sœur devienne maman. J'ai fait en sorte d'inviter tout le monde, en jurant qu'ils viendraient tous avec des cadeaux. Et surtout, toute l'attention qui va avec. J'ai compris que j'avais visé juste quand elle a publié le prénom de son bébé, Delphine Aurora. Un nom que j'avais griffonné dans mon journal à 15 ans, dont je n'avais jamais parlé à personne. Elle avait fouiné dans mes affaires, la fouine. Le matin de la fête, je lui ai bouclé les cheveux avec un grand sourire. Quand elle s'est mise à pleurnicher, j'ai dû me retenir pour ne pas éclater de rire. Si l'une de nous deux doit être enceinte, je préfère que ce soit moi. Même maman dit que c'est mieux comme ça, vu que je suis la plus jolie. Les photos seront superbes. Tu vois l'idée? Je lui ai appliqué son rouge à lèvres avec soin. Tu l'as bien mérité. Pas d'incident cette fois, m'a-t-elle lancé. C'est ma journée. Promis, une chose est sûre. Ma sœur s'est organisée une fête mémorable. Des ballons partout. Un gâteau somptueux à 3 étages. Même si tout le monde savait déjà qu'elle attendait une fille grâce à ses postes, elle a tenu à rejouer la révélation du genre. J'avais mis une robe ample, mais mon ventre commençait à se voir à qui prêter attention. Personne ne me regardait, du moins c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que Mélissa prenne maman à part. Regarde Sarah, on croirait qu'elle est enceinte, elle aussi. Maman a éclaté de rire. Toi, tu as toujours été la plus fine, ma chérie. C'est mieux pour les photos. Après leur petit gloussement, le compte à rebours a commencé. 3, 2, 1, explosion de confettis rose. C'est une fille, a crié Mélissa, déclenchant salve d'applaudissements et flash. Franchement, j'étais sur le point de gâcher la fête en annonçant ma grossesse, mais mes nausées m'ont prise de court. J'ai couru aux toilettes, la main sur la bouche. À mon retour, tous les regards étaient braqués sur moi, inquiets. J'ai bredouillé. Pardon, désolé, c'est juste les jumeaux. Ils me donnent la nausée. Je ne garde rien depuis 6 semaines. Silence de mort. Puis tout a basculé. Des jumeaux? A hurlé tante Martha. Oh là là, Sarah! La foule s'est détournée de Mélissa pour se masser autour de moi. Tout le monde me posant 1000 questions sur ma grossesse. Tu l'as su quand? On a des jumeaux dans la famille? Ce sont des vrais jumeaux? J'ai vu Mélissa devenir écarlate, puis livide. Elle s'est mise à halter, la main sur la poitrine. Je n'arrive plus à respirer. Quelqu'un, aidez-moi! Mais personne ne lui prêtait attention. Même son mari s'était tourné vers moi pour me demander des conseils sur les poussettes doubles. « Allô ?» a hurlé Mélissa. « Je fais une crise d'angoisse, c'est ma fête !» Maman, excédée, a simplement lâché. « Mélissa, pas maintenant. Sarah attend des jumeaux pour sa première grossesse. » Et là, Mélissa a craqué pour de bon. Elle a attrapé le couteau à gâteau, et pendant 1 seconde, j'ai vraiment cru que ma vie allait s'arrêter là, poignardée à une baby shower. « C'est ma journée !» a-t-elle hurlé, le mascara dégoulinant. « La mienne ! Ça fait 3 ans que j'essaie. » Ryan, son mari, l'a désarmé d'un geste, lui arrachant le couteau des mains. Mélissa est restée figée, tremblante, puis s'est effondrée à genoux, hurlant à s'en déchirer les cordes vocales que j'avais tout gâché, que je gâchais toujours tout, que cette journée devait être la sienne. Maman s'est précipitée pour la prendre dans ses bras, la berçant, sans même un regard pour moi qui restais debout, la main sur le ventre, abasourdie. Une vingtaine de téléphones étaient pointés sur nous, chacun filmant la scène, comme si c'était un épisode de télé-réalité. Ryan a fini par asseoir Mélissa sur une chaise, elle hyperventilait, la poitrine soulevée par de grands sanglots. Il lui a murmuré quelque chose pour la calmer, alors que les invités, gênés, n'osaient plus bouger ni parler. Daniel m'a attrapé par le bras, blême, et m'a soufflé qu'il fallait filer avant que ça ne tourne encore plus mal.
C'est à ce moment-là que maman a déboulé et m'a giflé, un claquement sec qui a résonné dans toute la pièce comme un coup de tonnerre. Elle a crié que j'étais une égoïste incapable de laisser Mélissa profiter d'un seul jour, sans tout ramener à moi. Un silence de plomb s'est abattu, brisé seulement par les sanglots de Mélissa, et j'ai perçu autour de moi plusieurs personnes qui retenaient leur souffle, choquées par la scène. Ma joue me brûlait, j'ai porté la main dessus sans même y penser, sentant la chaleur se répandre sur mon visage. Daniel s'est aussitôt placé entre maman et moi, lui lançant qu'elle devait me laisser tranquille ou qu'il appellerait la police. Grace est venue se poster près de moi et a déclaré bien fort qu'elle composerait le 17 si qui que ce soit osait encore me toucher. Nathan, livide, a traversé la pièce en silence, le regard perdu devant l'état de sa famille. C'est là que Mélissa s'est soudain effondrée en avant et a vomi partout sur le carrelage, éclaboussant ses chaussures hors de prix d'un liquide jaune qui a dégoûté tout le monde. Ryan a bondi, paniqué, en répétant qu'il fallait l'emmener à l'hôpital sur le champ, car elle avait des contractions à cause de tout ce stress. Maman, furieuse, s'est retournée vers moi et a hurlé que si Mélissa perdait son bébé, ce serait entièrement ma faute, sa voix résonnant jusque dans le jardin. Ryan a aidé Mélissa à se relever et l'a entraînée vers la voiture. Mais elle a eu le temps de se retourner pour me crier que si elle perdait son bébé, elle s'arrangerait pour que je perde le mien aussi. Une bonne dizaine de personnes avaient sorti leur téléphone et filmé sa menace en direct. Daniel m'a saisi la main et a dit « On va tout de suite porter plainte à la police ». On s'est réfugié dans la voiture de Daniel sur le parking, pendant qu'il appelait le 17 pour signaler l'agression et la menace contre nos bébés. J'ai envoyé un message à Grace pour qu'elle sauvegarde toutes les vidéos de la fête, alors que ma joue me lançait toujours, et que je sentais les jumeaux s'agiter à cause du stress. 2 policiers sont arrivés une vingtaine de minutes plus tard, nous ont pris nos dépositions, et ont visionné les vidéos enregistrées par Grace et 3 autres invités. Ils ont pris des photos de ma joue encore rouge, et nous ont conseillé de demander une ordonnance de protection dès le lundi matin. 3 heures plus tard, on était enfin rentrés et Daniel me préparait une tisane à la camomille, tandis que j'essayais de digérer tout ce qui venait d'arriver, assise sur le canapé. Il s'est posé à côté de moi et, d'une voix inquiète, a reconnu qu'il craignait ce que Mélissa pourrait encore inventer, proposant qu'on aille passer quelques jours chez ses parents, juste au cas où. J'ai répliqué « Pas question que je la laisse me chasser de chez moi après tout ce qu'elle m'a fait subir pendant toutes ces années. » Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, inondé de notifications. Les vidéos de la fête faisaient le tour de TikTok et Instagram, avec des hashtags comme Baby Shower Catastrophe ou Sœur hystérique. Les commentaires pleuvaient, certains traitaient Mélissa de folle, d'autres trouvaient maman toxique, et puis il y avait ceux qui me reprochèrent d'avoir annoncé ma grossesse à la fête, même s'ils admettaient qu'elle l'avait bien cherché. Le lendemain, dès 7 heures, la sonnette s'est mise à hurler comme si quelqu'un restait le doigt dessus. Daniel a bondi du lit et s'est approché de la porte pendant que je restais recroquevillée sous la couette. Carole était là, les yeux bouffis, le visage rouge d'avoir pleuré. Elle n'arrêtait pas d'appuyer sur la sonnette avant de se mettre à tambouriner à la porte. Daniel m'a dit « Reste en arrière » et a entrouvert la porte avec la chaîne de sécurité. Carole a immédiatement passé ses doigts dans l'entrebâillement en forçant la porte, hurlant à propos des vidéos et exigeant que je vienne tout supprimer sur le champ. Sa voix montait de plus en plus jusqu'à ce qu'elle se mette littéralement à hurler que j'avais gâché la vie de Mélissa et détruit notre famille. Daniel a gardé l'épaule contre la porte, calme mais ferme, en lui disant qu'elle ferait mieux de partir. Carole s'est alors mise à donner des coups de pied dans la porte, traitant de monstre et répétant que j'étais jalouse de ma sœur depuis toujours. Les voisins commençaient à sortir pour voir ce qui se passait. Madame Chen, en peignoir, filmait toute la scène avec son téléphone. Carole, voyant tout ce monde, a crié encore plus fort que tout était prémédité de ma part pour nuire à Mélissa, que j'étais mauvaise et que j'avais toujours voulu détruire le bonheur de ma sœur. Daniel lui a lancé « J'appelle la police si vous ne partez pas tout de suite ». Mais comment Mélissa pouvait-elle savoir pour ce nom de journal intime que Sarah avait inventé à 15 ans? Ça veut forcément dire qu'elle fouillait dans les affaires de Sarah depuis des lustres. Je me suis demandé si c'était normal que les jumeaux s'agitent autant quand je suis stressée, ou bien si les bébés ressentent vraiment tout ce qui se passe. Carole a fini par s'éloigner de la porte, tout en continuant à hurler dans le couloir que je le regretterais. Elle a fini par partir au bout de 20 minutes de menaces, sous le regard excédé des voisins. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné, c'était Nathan. Sa voix était éteinte, à peine audible. Il m'a expliqué que Mélissa était toujours à l'hôpital, en observation, que les médecins étaient inquiets à cause de sa tension, et il m'a supplié de venir à une réunion de famille pour tenter d'apaiser les choses avant que ça ne tourne au drame. J'entendais toute sa détresse, alors j'ai accepté. Mais à une condition, je ne viens que si c'est dans un lieu public et que Daniel m'accompagne. Nathan a accepté et a proposé qu'on se retrouve dans un restaurant italien au centre-ville, 2 jours plus tard. Ces 2 jours m'ont paru interminables, l'angoisse me rongeant un peu plus chaque heure. J'avais sans cesse la crainte que tout ce stress finisse par mettre les jumeaux en danger. Mes mains tremblaient quand j'ai pris un rendez-vous en urgence chez ma gynécologue. Dans la salle d'attente bondée, j'ai tout de suite remarqué plusieurs femmes qui me dévisageaient. L'une d'elles a chuchoté à son amie en me montrant du doigt
téléphone en main. Pas besoin de deviner qu'elles avaient vu les vidéos qui circulèrent partout. Le docteur Torres m'a reçu, a procédé à un examen complet et a fait une échographie interminable, vérifiant chaque détail des 2 bébés. Les jumeaux allaient bien, mais elle m'a prévenu que ce niveau de stress était vraiment dangereux pour tout le monde. Elle m'a prescrit un léger anxiolytique et conseillé d'éviter tout conflit pour le moment. 2 jours plus tard, on entrait dans le restaurant pour la fameuse réunion de famille. Carole, Nathan, Melissa et Ryan étaient déjà installés à la grande table du fond. Melissa avait le teint blafard et des cernes marquées, mais son maquillage était impeccable. À peine étions-nous installés que Carole a commencé à exiger que je présente des excuses pour absolument tout. Elle répétait que je devais admettre avoir tout manigancé dans le seul but de blesser Melissa. De son côté, Melissa jouait les victimes, essuyant de fausses larmes tout en lançant « Tu as toujours été jalouse de moi ». Elle prétendait que je ne supportais pas de la voir plus jolie et plus populaire que moi. Ryan restait muet, mais j'ai bien vu qu'il tressaillait lorsque Melissa a prononcé ces mots. Nathan a tenté de calmer le jeu et a suggéré qu'on essaie d'aller de l'avant dans le calme. Carole, elle, ne cessait de l'interrompre, haussant le ton sur le fait que j'aurais traumatisé sa fille enceinte. On sentait bien que les autres clients du restaurant commençaient à nous jeter des coups d'œil agacés. C'est là que Melissa a soudain fouillé dans son sac et sorti une grosse enveloppe qu'elle a fait glisser vers moi avec un sourire venimeux. « Je vais te poursuivre pour préjudice moral et mise en danger de mon bébé. » Selon son avocat, elle disposait d'un dossier solide et pouvait espérer toucher des dommages et intérêts conséquents. Daniel n'a pas hésité une seconde. Il a sorti son téléphone et appelé sa cousine Emma, avocate spécialisée en droit de la famille. Le visage de Melissa s'est littéralement décomposé en entendant Daniel expliquer toute l'histoire à une vraie professionnelle du droit. Nous avons quitté le restaurant, Carole continuant à hurler des menaces par-dessus notre épaule. Ce soir-là, Grace est passée à la maison avec une bouteille de vin pour Daniel et de la glace au chocolat pour moi. Elle avait tout suivi en ligne et voulait s'assurer que nous tenions le coup. Installée sur le canapé, elle a sorti son téléphone pour nous montrer un dossier de capture d'écran accumulé depuis des années, retraçant tous les coups de théâtre de Melissa, qui cherchait toujours à attirer l'attention. Il y avait même des photos de ma remise de diplôme, où Melissa avait simulé un malaise, des captures de la fête pour mon admission à la fac où elle s'était plainte de douleurs à la poitrine, ou encore de mon dîner de fiançailles interrompu par une soi-disant réaction allergique venue de nulle part. Il y avait quantité d'événements dont je n'avais même plus souvenir, à chaque fois avec Melissa qui me volait la vedette à coups de fausses urgences. Sans que je le sache, Grace compilait méthodiquement des preuves de ce comportement depuis des années. Une semaine après la baby shower, Emma, la cousine de Daniel, est venue passer en revue la plainte déposée par Melissa. Elle a à peine eu le temps de parcourir les documents qu'elle s'est mise à rire, tant c'était grotesque. Elle nous a assuré que la plainte était complètement infondée et serait rejetée d'office. Elle nous a même conseillé de porter plainte à notre tour pour agression, vu que Carole m'avait giflé lors de la fête, et d'ajouter une plainte pour menace à l'encontre de nos bébés, car tout avait été filmé. Emma nous a aidés à réunir toutes les pièces nécessaires pour le tribunal. Sentir que pour une fois nous étions vraiment soutenus sur le plan juridique m'a permis de dormir sur mes 2 oreilles, pour la première fois depuis longtemps. La semaine suivante, nous sommes allés au tribunal du comté afin de demander une ordonnance restrictive. Emma nous a accompagnés, munis de toutes les captures d'écran imprimées des messages menaçants et des vidéos prises le soir de la fête. Le juge a tout examiné, y compris les témoignages des voisins qui avaient assisté à la crise de hurlements de Carole. Il a rendu une ordonnance restrictive temporaire, interdisant à Carole et Melissa de s'approcher à moins de 150 mètres de nous, une mesure qui couvrait notre domicile, le bureau de Daniel et mon cabinet médical. Moins de 48 heures plus tard, Carole s'est permise de violer l'ordonnance en débarquant à l'immeuble où travaille Daniel. Elle a forcé l'entrée, s'est mise à crier sur la réceptionniste pour exiger de voir Daniel, et les agents de sécurité ont fini par la maîtriser avant d'appeler la police. Elle se débattait, hurlant que je détruisais sa famille, sous les yeux des collègues de Daniel qui assistaient à la scène depuis les fenêtres. La police l'a emmenée menottée, et le patron de Daniel l'a convoqué pour lui suggérer de travailler de chez nous le temps que la situation se calme. Daniel a donc installé son bureau d'appoint dans la chambre d'amis et commencé à télétravailler dès le lendemain. Quelques nuits plus tard, je me suis réveillée à 3 heures du matin, alarmée par des bruits suspects sous notre fenêtre. Le cœur battant, je me suis faufilée pour jeter un œil à travers les stores. De l'autre côté de la rue, garée juste au-delà de la limite des 150 mètres, il y avait la voiture de Melissa. Elle était là, immobile au volant, à fixer directement notre immeuble. Je l'ai observée pendant près de 20 minutes. Elle n'a ni bougé, ni détourné les yeux. Elle est restée plantée là plus de 3 heures, à épier notre appartement dans le noir complet. Le lendemain, Daniel a installé des caméras de sécurité couvrant tous les angles du bâtiment. Pendant 2 semaines, Melissa a continué à venir se garer chaque nuit, juste hors du champ des caméras. Un mardi après-midi, Nathan a débarqué chez nous, l'air au bout du rouleau, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Les yeux rouges, la chemise froissée, manifestement portée depuis trop longtemps. Il s'est affalé sur le canapé, la tête entre les mains. Carole squattait chez eux depuis la baby shower et rendait Ryan complètement dingue avec ses discours obsessionnels contre moi. Nathan nous a confié que Ryan pensait sérieusement au divorce. Melissa était tellement obsédée par l'idée de me nuire que ça la rendait malade même pendant sa grossesse, au point de mettre leur bébé en danger. Ryan n'en pouvait plus. 3 jours plus tard, je suis allée à l'hôpital pour l'échographie morphologique des 20 semaines. La technicienne passait la sonde sur mon ventre dans un silence pesant qui m'a semblé interminable.
Puis le docteur Torres est entré, a pris le relais et a recommencé toutes les mesures sur chacun des jumeaux. Encore et encore. L'un des bébés était plus petit que l'autre, et il fallait désormais une surveillance chaque semaine. Je voyais bien que le stress avait un impact direct sur la croissance de mon bébé, et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Daniel m'a prise dans ses bras pendant que j'éclatais en sanglots dans cette pièce froide et sombre, le gel encore sur la peau. Ce soir-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, Grace m'a appelée complètement affolée. Quelqu'un venait de publier toutes mes informations médicales sur un groupe Facebook de mamans du quartier. Mon nom, le nom de mon médecin, l'adresse du cabinet, même la liste de mes prochains rendez-vous. Il y avait des captures de mon dossier médical révélant que j'attendais des jumeaux, avec la date prévue pour l'accouchement. Forcément, seule une personne ayant accès au système informatique de l'hôpital pouvait mettre la main sur ces données. Ni une, ni deux. Daniel a contacté le service de sécurité de l'hôpital, tandis que j'appelais notre avocate en haut-parleur. Elle nous a expliqué que c'était un crime fédéral très grave et qu'il fallait tout consigner immédiatement. Le lendemain matin, Emma m'a appelée, bouleversée, pour m'annoncer une découverte incroyable grâce à ses contacts du centre médical. Linda, la femme de Nathan qui travaillait à la facturation, avait fouillé illégalement dans mon dossier depuis des semaines. L'informatique de l'hôpital a retrouvé sa trace pas moins de 17 fois rien que le mois dernier. Le jour même, la sécurité l'a raccompagnée dehors et elle a été licenciée sur le champ. L'administrateur de l'hôpital, très embarrassé, a pris la peine de me téléphoner pour s'excuser et m'assurer qu'il collaborerait pleinement avec l'enquête pénale en cours. Le soir, Nathan est rentré à la maison, complètement anéanti par les agissements de Linda. Il n'était au courant de rien, n'imaginait pas du tout qu'elle était de mèche avec Melissa et s'est senti trahi, littéralement, par sa propre femme. Le lendemain, c'est Ryan qui m'a envoyé un message glaçant. Il s'excusait du comportement de Melissa et m'avouait qu'elle tenait, depuis le lycée, un carnet rempli de plans pour me nuire. Il était tombé dessus par hasard, caché dans leur placard, et dedans il avait découvert des pages et des pages de projets remontant sur plusieurs années. Ryan avait peur pour leur bébé et avait déjà pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les affaires de garde d'enfants. Il me proposait même de témoigner contre Melissa si jamais cela devait aller devant le tribunal. 3 semaines après la baby shower, le scandale a éclaté sur Internet. Melissa a publié sur Facebook une histoire complètement inventée, accusant que je la harcelais depuis des mois, accompagnée de photos retouchées qui donnaient l'impression que je la suivais partout. Elle avait même fabriqué de faux textos censés prouver que je la menaçais, elle et son bébé. En quelques heures, sa publication a fait le tour des groupes de mamans de Buffalo et a été partagée des centaines de fois. Des inconnus m'ont envoyé des menaces de mort sur Facebook et Instagram, et quelqu'un a même publié notre adresse, accompagné d'un commentaire abject, que je méritais ce qui allait m'arriver. Daniel, paniqué, a aussitôt contacté le FBI pour signaler les menaces et le cyberharcèlement. Ils ont pris l'affaire au sérieux et ont annoncé qu'une enquête serait ouverte sur cette campagne de harcèlement. Pendant ce temps, j'enchaînais les rendez-vous médicaux avec une tension qui ne cessait de grimper. Le docteur Torres m'a ordonné un repos strict à la maison et m'a interdit de sortir, sauf pour les consultations. L'écart de croissance entre les jumeaux se creusait, elle craignait que j'accouche prématurément. Être contrainte de rester enfermée chez moi pendant que Melissa racontait ses mensonges sur Internet, j'avais l'impression d'étouffer, comme si j'étais en prison. Je n'arrêtais pas de me demander comment Linda avait pu se retrouver embarquée dans une histoire pareille. Est-ce que Melissa l'avait convaincue, ou bien Carole, la mère de Nathan, l'avait poussée à agir? Et surtout, pourquoi consulter mon dossier 17 fois? Que cherchait-elle au juste? Allongée dans mon lit, je voyais défiler les commentaires haineux sur tous les réseaux sociaux. Grace s'est mise à tout capturer. Chaque capture d'écran servait à monter le dossier pour la plainte en diffamation qu'elle s'apprêtait à déposer pour nous. Elle a tout documenté, chaque mensonge, chaque menace, chaque message de harcèlement pour notre équipe d'avocats. Daniel a pris un congé pour veiller sur moi à plein temps. Chaque matin, il m'apportait le petit déjeuner au lit, s'asseyait près de moi pour lire aux jumeaux, posait ses mains sur mon ventre et leur murmurait combien nous les aimions déjà. Sa voix était la seule chose qui m'empêchait de sombrer alors que notre vie s'écroulait de tous côtés. 2 jours plus tard, la police a débarqué chez nous avec de nouvelles informations sur Linda. Elle avait été arrêtée pour violation du secret médical et risquait jusqu'à 10 ans de prison, car l'enquête avait démontré qu'elle transmettait des informations à Melissa sur ma grossesse depuis des mois. Elle envoyait à Melissa des copies de mes échographies, mes analyses de sang et même mon poids à chaque rendez-vous. Nathan, écœuré, a demandé le divorce dans la foulée, incapable de lui pardonner ce qu'elle avait fait à notre famille. Tout le monde était en vrac. La famille explosait. Chacun prenait parti. Ça s'invectivait de tous côtés. 1 mois après la baby shower, alors que j'étais assise près de la fenêtre de ma chambre, j'ai vu un huissier s'approcher de la maison. Mon cœur s'est serré quand Daniel a ouvert la porte et s'est retrouvé avec une pile de papiers entre les mains. Melissa nous attaquait tous les deux en justice. Elle portait plainte pour aliénation d'affection et pour complot visant à nuire à sa réputation, réclamant aussi des dommages pour détresse émotionnelle, et nous accusait d'avoir monté sa famille contre elle intentionnellement. Elle réclamait 500 000 $ de dommages et intérêts, plus les frais d'avocat, alors qu'on dépensait déjà des fortunes pour nos avocats, à cause de l'ordonnance d'éloignement et des procédures pénales. Maintenant, il nous fallait encore un avocat spécialisé en droit civil. Les factures s'accumulaient plus vite qu'on ne pouvait les payer. Ce soir-là, Emma m'a appelée, me demandant de venir à son cabinet dès le lendemain matin.
Je me suis retrouvée assise face à elle, alors qu'elle éparpillait tous les dossiers sur son bureau et commençait à dresser des listes. Elle a déposé 3 plaintes bien distinctes contre Melissa, pour diffamation, préjudice moral et harcèlement, et elle a directement lancé une poursuite pénale contre Carol pour l'agression à la baby shower. Elle m'a prévenu que cette histoire pouvait durer des mois, voire des années, mais qu'il ne fallait rien lâcher. 2 semaines plus tard, je me suis réveillée à 3h du matin avec des douleurs aiguës au ventre. Daniel m'a conduite à l'hôpital en urgence, pendant que je m'agrippais à la poignée de la portière, tentant de respirer entre les contractions. L'infirmière m'a branchée au moniteur et a appelé le docteur Torres, qui est arrivé précipitamment, encore en pyjama sous sa blouse. Elle m'a fait des injections pour arrêter le travail et m'a expliqué que les jumeaux n'avaient aucune chance de survivre s'ils naissaient à 24 semaines. Je suis restée 3 jours à l'hôpital, allongée, en espérant que les contractions cessent, pendant que Melissa publiait sur Facebook que le karma était en train de me rattraper alors que j'étais encore branchée aux machines. Ryan est venu me voir le 2e jour, un bouquet dissimulé sous sa veste. Il s'est assis au pied du lit, s'est excusé pour tout ce qui s'était passé et m'a confié que Melissa avait des médicaments prescrits pour sa santé mentale, mais refusait de les prendre. Il gardait tout, documentait son comportement, pour leur divorce à venir. 6 semaines après la baby shower, Grace a organisé chez nous ce qu'elle a appelé un rassemblement de soutien. La rue était bondée de voitures, des amis perdus de vue depuis la fac sont venus avec des plats et des cadeaux pour le bébé, mes collègues ont apporté des couches et nos voisins ont installé des tables dans le jardin. Tout le monde ne parlait que de la folie de Melissa et Carol et de leurs frasques sur les réseaux sociaux. Nous étions dans le jardin quand d'un coup, des hurlements ont retenti devant la maison. Melissa, enceinte jusqu'aux yeux, se tenait sur la pelouse, vociférant que je montais tout le monde contre elle. Grace a tenté de la ramener à sa voiture, mais Melissa l'a repoussée brutalement. C'est alors qu'on a vu un liquide éclabousser l'herbe. Melissa a agrippé son ventre. L'ambulance a mis un quart d'heure à arriver. Le temps pour elle de hurler que c'était moi qui l'avais poussée à accoucher prématurément. Le lendemain matin, Daniel et moi étions assis, silencieux, à la table de la cuisine, nos portables saturés de messages. Tout le monde ne parlait plus que du fait que Melissa avait mis au monde une petite fille en parfaite santé à l'hôpital. J'ai ressenti un soulagement immense, soulagée que le bébé soit indemne malgré tout ce chaos. L'après-midi, Carol m'a appelée, la voix pleine de venin. Tu sais comment elle a appelé le bébé? Delphine Aurora Sarah. Elle a mis ton prénom juste pour t'énerver. Peu après, Ryan m'a écrit qu'il refusait de signer l'acte de naissance tant que Melissa n'accepterait pas de se faire soigner. 2 mois après la première baby shower, Grace m'en a organisé une chez elle. J'étais en train de déballer les cadeaux quand un huissier est entré pour me remettre une assignation. Melissa demandait une ordonnance d'éloignement, prétextant que j'étais responsable de son accouchement prématuré. Le juge en charge du dossier fréquentait la même église que Carol, ce qui a mis Emma hors d'elle à cause de ce conflit d'intérêts. Malgré toutes nos preuves et la défense d'Emma, le juge a donné raison à Melissa. Désormais, je n'avais plus le droit de m'approcher à moins de 150 mètres d'elle, ce qui compliquait toutes les audiences. Emma a tout de suite demandé la récusation du juge et lancé la procédure d'appel, mais il fallait patienter. Cette nuit-là, je suis restée allongée, sentant les jumeaux gigoter dans mon ventre, alors que Daniel me serrait contre lui pendant que je pleurais, me demandant dans quel monde nos enfants allaient naître. Nous étions lessivés, épuisés par ces batailles juridiques à répétition et cette guerre de nerfs avec ma propre famille. 10 semaines ont filé, entre échanges de dossiers des avocats et mon ventre qui s'arrondissait chaque jour un peu plus. Un matin, Grace a débarqué chez moi avec un vieux carton poussiéreux sorti de son garage. Elle avait gardé toutes nos photos d'enfance, celles que Carol avait balancées il y a des années. Je me suis installée sur le canapé et j'ai étalé les photos sur la table basse pendant que Grace préparait du thé. On nous voyait, Melissa et moi, minuscules à la plage, bras dessus, bras dessous, le sourire édenté. Sur une autre, on était déguisés pareil pour Halloween, parce qu'elle avait insisté pour qu'on se ressemble. Au fil des photos, je revoyais ces 2 petites filles qui s'étaient vraiment adorées. Mes mains tremblaient en tenant la photo de mon 8e anniversaire, où Melissa m'aidait à souffler mes bougies, le visage illuminé par une joie sincère. Grace s'est assise près de moi et m'a frotté le dos pendant que je craquais. Ce n'était plus une histoire de baby shower ou de préférence. C'était la maladie qui venait tout gâcher, réduisant en miettes ce qu'on avait été. Ce même après-midi, Ryan m'a appelé, la voix blanche. Il venait de demander la garde d'urgence de Delphine après avoir découvert un carnet dans lequel Melissa avait griffonné « Détruire Sarah » 20 pages de suite. Elle refusait les médicaments et avait raté 3 rendez-vous chez le psy. Le juge n'a pas hésité, il a accordé la garde provisoire immédiatement. Quand l'agent est venu remettre les documents chez Carol, Melissa a disjoncté, attrapé Delphine et foncé vers sa voiture, pendant que Carol bloquait l'agent. Elles se sont volatilisées avant que quiconque puisse intervenir. Ryan était au commissariat dans l'heure pour signaler l'enlèvement. L'alerte a été déclenchée le soir même. La photo de Delphine et les descriptions de Melissa et Carol partout dans les médias. J'étais rivée à mon téléphone à attendre des nouvelles, Daniel faisant les 100 pas au salon, en ligne avec Emma. À chaque notification d'actualité, mon cœur ratait un battement. Vers minuit, la police les a retrouvés dans un motel à quelques kilomètres, repérés grâce à l'alerte. Les 2 ont été arrêtés sur le champ pour enlèvement parental. À la télé, on voyait Melissa, hystérique,
se débattre avec les policiers, pendant que Carol hurlait à l'injustice. Delphine a été rendue à Ryan, qui l'a serré contre lui comme si le monde s'arrêtait. 3 jours plus tard, Emma nous a réunis dans son bureau pour faire le point sur les nouveaux chefs d'accusation. Agression, menaces, harcèlement, enlèvement. Le procureur voulait une condamnation exemplaire. Emma m'a regardé droit dans les yeux. « Tu es prête à témoigner, même si ça veut dire envoyer ta mère et ta sœur en prison ?» J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous moi. Daniel a serré ma main. J'ai dit oui. La semaine suivante, Nathan est passé à la maison, vieilli de 10 ans. Son divorce avec Linda était officiel. Il avait commencé une thérapie intensive. Il s'est assis, la voix tremblante, pour s'excuser de 30 années à avoir laissé passer les abus de Carol et tout son favoritisme envers Mélissa. Il savait que c'était mal, mais n'avait jamais eu le courage d'agir, préférant la paix au conflit. Il a fondu en larmes, regrettant de ne pas m'avoir mieux protégée. 3 mois après la baby shower, je me suis retrouvée en salle de déposition à répondre à des questions pointilleuses sur chaque incident, quand une douleur fulgurante m'a pliée en deux. L'avocat, imperturbable, continuait d'enchaîner ses questions pendant que je m'agrippais à la table, prise par des contractions de plus en plus rapprochées. Daniel s'est précipité à mon côté, la sténo a appelé le 15, et moi, j'essayais de respirer comme je pouvais. À l'hôpital, le docteur Torres a rapidement mis en place une perfusion pour stopper le travail. Elle surveillait les moniteurs et m'expliquait que c'était le stress qui provoquait cet accouchement prématuré à 30 semaines seulement. Les jumeaux n'étaient pas prêts. Elle a pu stopper les contractions, mais m'a prévenu que ça pouvait recommencer à tout moment. Pendant ce temps, le recours d'Emma a abouti. La récusation du juge a enfin été acceptée. Un nouveau juge a réexaminé l'affaire et a aussitôt levé l'ordonnance d'éloignement que Mélissa avait obtenue contre moi. Il a même fait émettre des mandats d'arrêt contre Mélissa et Carol pour avoir enfreint la première ordonnance de protection. Après tous leurs coups tordus, j'avais enfin l'impression que la justice reprenait ses droits. Mais le docteur Torres a exigé que je sois hospitalisée pour la suite de ma grossesse, dans un repos strict. J'ai passé mes journées enfermée dans cette chambre blanche à regarder les battements de cœur de mes jumeaux défiler sur les moniteurs. Sur un faux compte Instagram, j'ai vu que Mélissa se victimisait, affirmant que tout le système était contre elle. Elle semblait totalement à côté de la plaque, comme si elle vivait dans un univers où elle n'avait rien à se reprocher. Est-ce qu'elle avait vraiment écrit, encore et encore, « Détruis Sarah » sur 20 pages entières? C'est franchement déroutant. Je me demande si elle essayait juste de sortir ce qu'elle avait sur le cœur, ou si quelque chose clochait plus profondément chez elle. C'est à ce moment-là que Daniel est arrivé avec une nouvelle qui compliquait tout. Sa boîte le mutait à Seattle, avec à la clé une belle promotion et un déménagement pris en charge. Malgré les récents événements, il tenait absolument à ce qu'il parte dans un autre bureau. Il m'a pris la main et on a parlé, le cœur serré, de quitter Buffalo et de repartir à zéro à des milliers de kilomètres de ma famille. Une part de moi était soulagée à l'idée de tout fuir, mais j'avais aussi le cœur lourd de devoir tourner la page comme ça. 2 jours plus tard, Mélissa a débarqué à l'hôpital sous prétexte de vouloir s'excuser. Les agents de sécurité l'ont stoppée à l'ascenseur, mais elle a hurlé si fort que tout le service a entendu qu'elle espérait la mort de mes bébés, tout comme celle de notre couple. 3 infirmières ont tout vu, et la sécurité a dû la sortir de force. Quand Emma l'a appris, elle a fait ajouter l'intimidation de témoins à la liste déjà bien longue des accusations. 14 semaines après cette baby shower délirante, Ryan est passé sous ma fenêtre d'hôpital avec sa fille serrée dans une couverture rose. La petite Delphine était minuscule et parfaite, ses doigts s'ouvrant dans l'air alors qu'elle dormait paisiblement. Il me l'a montré à travers la vitre et m'a expliqué qu'il avait demandé le divorce, que les papiers étaient là déjà signés et qu'il partait s'installer chez sa mère à Rochester pour élever sa fille loin de toute cette histoire. J'ai posé ma main contre la vitre en les regardant s'éloigner, avec ce bébé innocent qui ignorait tout de ce qu'avait fait sa mère. Le lendemain matin, Emma m'a appelé. Le procureur prenait l'intégralité du dossier en main. Tout était regroupé dans une grosse affaire pénale contre Mélissa et ma mère, rien que pour l'enlèvement. On ne parlait plus seulement d'une affaire civile, mais bien de charges criminelles passibles de prison. Emma m'a expliqué qu'on devrait témoigner au tribunal, cette fois en tant que témoin dans un procès pénal, pas juste lors d'une audience civile. L'audience était fixée au mardi matin, et j'ai tout suivi depuis mon lit d'hôpital. Ma mère, en tenue orange, se tenait aux côtés de Mélissa pendant que le juge énumérait les chefs d'inculpation. Puis, soudain, elle s'est agrippée à la poitrine et s'est écroulée en pleine audience. Les agents se sont précipités pour la réanimer, pendant que Mélissa criait aux caméras que j'étais en train de tuer notre mère. On l'a évacuée sur un brancard et les médias ont annoncé qu'elle avait fait une grave crise cardiaque. Malgré tout ce qu'elle m'avait fait subir, voir les médecins s'acharner sur elle m'a fait quelque chose. Nathan a débarqué dans ma chambre 1 heure plus tard, complètement vidé d'avoir couru partout. Ma mère était stable mais en état critique. 2 étages plus bas, en cardiologie. Il m'a dit qu'elle demandait après moi et qu'elle prétendait avoir eu une sorte de révélation sur tout ce qui s'était passé. Daniel a répliqué à Nathan qu'il était hors de question que j'aille la voir après tout ça, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. 2 étages plus bas, peut-être entre la vie et la mort, et je me suis sentie complètement chamboulée. J'ai dit à l'infirmière que je voulais la voir, mais seulement s'il y avait des agents de sécurité présents. On m'a descendue en fauteuil roulant, encadré par 2 gardes. Ma mère avait l'air si fragile, allongée dans ce lit, cernée de tuyaux et de machines bruyantes. Son visage était gris, elle avait pris 10 ans en quelques semaines. Elle a tendu la main vers moi, les doigts tremblants, et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a avoué qu'elle avait toujours vécu à travers Mélissa, rongée par la jalousie de me voir réussir sans son aide.
Ça ne réparait rien, mais l'entendre enfin reconnaître tout ça, c'était déjà inimaginable pour moi. 2 semaines plus tard, je me retrouvais à nouveau dans ma chambre, enceinte de 32 semaines, à regarder les infos locales qui, pour la 100e fois, retraçaient notre histoire familiale. Le bandeau « Querelle familiale à Buffalo », l'affaire vire au pénal, défilait en bas de l'écran, tandis qu'il montrait des captures du compte Instagram de Melissa. Je caressais mon ventre énorme en prenant conscience qu'un jour, mes jumeaux chercheraient leur histoire sur Internet et tomberaient sur toutes ces pages qui ne disparaîtront jamais. Rien que d'y penser, j'avais la nausée, pire encore que pendant mes premières semaines de grossesse. C'est à ce moment-là que la journaliste a évoqué la fuite de documents confidentiels issus de l'évaluation psychiatrique de Melissa. Le rapport révélait un diagnostic de troubles de la personnalité narcissique et de psychose postpartum. Son avocat était déjà en train de revoir toute la stratégie de défense pour plaider l'irresponsabilité au moment des faits. Ryan m'a écrit pour m'annoncer qu'il comptait s'appuyer sur ce diagnostic pour obtenir la garde exclusive de Delphine, de façon définitive. Le lendemain, Grace est arrivée les bras chargés de ballons et d'un petit gâteau, en déclarant qu'elle organisait une 2e baby shower directement dans ma chambre d'hôpital. Cette fois, il n'y avait que nos amis proches, à peine une dizaine, et on a passé l'après-midi à manger du gâteau et à ouvrir des cadeaux, sans aucune histoire. Tout le monde parlait de la chambre d'enfant que Daniel avait déjà aménagée dans notre nouvel appartement à Seattle, et à quel point tout était prêt pour ce nouveau départ. La chambre des jumeaux baignait dans une lumière jaune douce, avec 2 petits lits déjà montés, juste en attente de notre arrivée. Daniel n'a pas décroché de mon chevet, dormant chaque nuit dans l'inconfortable fauteuil près de mon lit. Je me réveillais au beau milieu de la nuit en l'entendant murmurer à mon ventre, racontant déjà tous les parcs de Seattle et les écoles qu'il avait repérées pour les enfants. Il avait tout prévu, des pédiatres au cours de musique pour bébés, et avait déjà un vrai plan pour notre nouvelle vie. Sa voix, c'était la seule chose qui me permettait de garder la tête hors de l'eau pendant l'attente interminable de la fin de la procédure judiciaire. Et puis, 2 semaines plus tard, tout est reparti en vrille le jour où Melissa est parvenue à s'échapper de l'unité psychiatrique. Aux infos, ils expliquaient qu'elle avait embobiné un infirmier en prétextant une urgence médicale, puis profité du changement d'équipe pour filer en douce. Les caméras de surveillance l'avaient filmée en train de piquer un couteau de cuisine à la cafétéria avant de se diriger vers les ascenseurs. Elle a réussi à atteindre l'entrée de la maternité, hurlant mon nom, le couteau brandi, complètement hors d'elle. 3 agents de sécurité se sont jetés sur elle juste avant qu'elle ne puisse franchir les portes verrouillées, mais pas avant d'avoir semé la terreur parmi les jeunes mamans et les visiteurs présents. Tout l'étage a été bouclé pendant 2 heures, le temps que la police arrive et la maîtrise. Et cette fois, le juge n'a pas hésité à ordonner qu'elle reste incarcérée, sans possibilité de libération sous caution. 2 jours plus tard, le procureur m'a appelé pour m'annoncer qu'ils accéléraient les démarches à cause du coup du couteau et de ma grossesse compliquée. Emma, la substitut du procureur, est alors venue directement dans ma chambre d'hôpital, chargée de cartons de dossier et d'un ordinateur portable pour me préparer à témoigner. Elle m'a montré des photos de toutes les preuves qu'ils avaient réunies, des vidéos de la baby shower, les témoignages de tous les invités, des captures d'écran des messages menaçants de Melissa sur les réseaux sociaux. En tout, la préparation a duré 3 heures, Emma me questionnant sur chaque occasion où Melissa avait gâché mes journées importantes, depuis notre enfance. Ryan est passé le lendemain après-midi, Delphine dans les bras, adorable dans une petite robe rose à canard. Il s'est installé dans le fauteuil près de mon lit, a calé la petite d'un côté et m'a montré les photos de sa chambre sur son téléphone. Après 10 minutes de conversation anodine, il m'a demandé, tout à coup, si Daniel et moi accepterions d'être les parrains de Delphine, au cas où il lui arriverait quelque chose. Il a reconnu que la situation était loin d'être simple, mais il voulait que sa fille connaisse ses cousins dès leur naissance et qu'elle ait une vraie famille autour d'elle. Daniel m'a attrapé la main et on a accepté d'un commun accord, même si j'avais la gorge nouée en pensant à tout ce que cette histoire avait détruit. 3 jours plus tard, le docteur Torres est passé lors de sa visite matinale et a encerclé une date sur le calendrier accroché au mur. Elle m'a dit qu'à 34 semaines, c'était le maximum qu'elle pouvait tolérer avec tout ce stress, que les jumeaux étaient suffisamment costauds pour s'en sortir et que la césarienne était programmée pour jeudi prochain. Ça voulait dire que mes bébés allaient naître en plein pendant le procès de Melissa. Toute la nuit, j'ai fixé ce cercle rouge sur le calendrier, avec la sensation que le destin avait décidément un humour très noir. Le matin de ma déposition, Emma a installé le matériel vidéo dans ma chambre, pendant qu'une infirmière me prenait la tension toutes les 10 minutes. Le visage du juge est apparu en premier sur l'écran de l'ordinateur, puis la mosaïque du jury, et enfin la table de la défense où Melissa était assise, en combinaison orange, le regard vide, fixant droit devant elle. Emma m'avait conseillé de ne pas la regarder, mais impossible de résister. J'ai vu ses lèvres bouger, comme si elle se parlait à elle-même. Le procureur m'a demandé de raconter ce qui s'était passé lors de la baby shower, et j'ai tout déballé, du couteau à gâteau au vomissement, sans oublier ses cris affirmant que c'était son jour à elle. Ensuite, il a voulu savoir comment c'était entre nous, enfants, alors j'ai égrené chaque récital, remise de diplôme, anniversaire ou réussite qu'elle avait saboté à coups de fausses alertes médicales ou de scènes dignes d'un drame. Les jurés échangèrent des regards, griffonnèrent sur leur carnet, tandis qu'une femme du premier rang restait la main devant la bouche, sidérée. Quand ils m'ont interrogée sur l'annonce de ma grossesse, Melissa a brusquement levé les yeux. Nos regards se sont croisés à travers l'écran une seconde, avant qu'elle ne se remette à marmonner.
Nathan est passé ce soir-là avec une boîte de vieilles cassettes VHS qu'il avait numérisées. On a regardé des vidéos de Mélissa et moi quand on était petites, avant que tout ne déraille, déguisée et prenant le thé dans le jardin. Il y en avait une où elle m'apprenait à faire du vélo, courant à côté de moi et m'encourageant jusqu'à ce que je tienne enfin en équilibre. Daniel m'a prise dans ses bras pendant que je pleurais, en regardant la sœur que j'avais perdue, quelque part entre la jalousie et la maladie. 2 jours plus tard, c'était au tour de maman de témoigner, et comme je ne pouvais pas assister à l'audience, Emma m'a envoyé des nouvelles par texto. Maman a reconnu m'avoir frappée lors de la baby shower et expliqué au tribunal qu'elle avait toujours préféré Mélissa parce qu'elle la trouvait plus jolie et plus sociable. Quand le procureur lui a demandé si elle avait remarqué la manie de Mélissa de ruiner mes événements, elle a soutenu que j'exagérais. Mais face à la chronologie de chaque incident affiché sur un grand tableau, même elle a fini par admettre que ça ressemblait fort à quelque chose de prémédité. Elle a supplié le juge d'orienter Mélissa vers des soins plutôt qu'en prison, affirmant qu'elle était malade, pas mauvaise. Mais le procureur, lui, a rappelé que savoir distinguer le bien du mal impliquait qu'on réponde de ses actes. Le lendemain matin, ils ont diffusé les vidéos de la baby shower devant les jurés, et d'après Emma, plusieurs personnes semblaient au bord de la nausée en les regardant. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à brandir un couteau dans une maternité? Le fait que Mélissa ait réussi à manipuler cet infirmier prouvait qu'elle était suffisamment lucide pour planifier sa fuite, même si elle avait complètement perdu pied en arrivant près de l'étage de Sarah. La menace du couteau était déjà terrifiante en soi, mais son sourire, alors qu'elle le faisait, la rendait encore plus glaçante. Au moment de la séquence où elle se met à crier que c'est son jour, elle s'est tout à coup levée en plein tribunal, hurlant que j'avais trafiqué la vidéo. Le juge lui a ordonné de se rasseoir, mais elle a continué de crier que j'avais payé quelqu'un pour tout truquer, jusqu'à ce que les agents de sécurité soient obligés de la sortir de la salle d'audience Manu Militari. Grace est venue cet après-midi-là avec 2 adorables ensembles, des couvertures jaunes toutes douces et un album photo qu'elle préparait depuis longtemps. Elle avait demandé à tous nos proches d'écrire un petit mot pour les jumeaux et avait tout rassemblé avec des photos de Daniel et moi tout au long de la grossesse. En lisant les vœux de bonheur de nos amis, collègues et même de quelques infirmières, j'ai compris à quel point ces bébés étaient déjà entourés d'amour, malgré le chaos ambiant. Ryan a témoigné le lendemain et le procureur lui a demandé d'apporter à la barre une boîte en carton. À l'intérieur se trouvait un carnet découvert dans le placard de Mélissa, intitulé « Opération détruire Sarah », dont les premières pages remontaient au lycée. Il a lu à haute voix des extraits détaillant les plans de Mélissa pour gâcher mon bal de promo, ma fête d'admission à la fac, mes fiançailles et bien d'autres moments importants. Certaines pages étaient agrémentées de dessins me représentant en larmes ou de listes d'idées pour me voler la vedette à chaque occasion. Même maman est restée sans voix lorsque les pages, filmées en gros plan, sont apparues sur les écrans de la salle d'audience, si j'en crois les messages d'Emma. La voix de Ryan s'est brisée en lisant une note, écrite juste après mon mariage, où Mélissa évoquait son envie de brûler ma robe ou de glisser quelque chose dans mon assiette pour me rendre malade. Quand le procureur lui a demandé comment il était tombé sur le carnet, Ryan a expliqué qu'il l'avait trouvé en faisant les cartons de leur appartement après l'arrestation de Mélissa. Au cours de son témoignage sur la baby shower, Mélissa s'est soudainement mise à hurler depuis son banc que le bébé n'était pas de lui, qu'elle le prouverait, et a menacé de tuer tous ceux qui l'avaient trahi, moi comprise, les bébés, Ryan, ainsi que tous ceux qui m'avaient soutenue. Le juge a aussitôt ordonné qu'elle soit expulsée, mais elle a continué à proférer des menaces jusqu'à ce que 4 agents de sécurité la traînent dehors, alors qu'elle tentait d'en mordre un. Le juge a ensuite exigé une expertise psychiatrique immédiate et décrété qu'elle serait placée en hôpital psychiatrique d'État jusqu'à nouvel ordre. 2 semaines plus tard, le juge a confirmé la décision. Mélissa était trop atteinte mentalement pour être jugée et serait donc hospitalisée pour une durée indéterminée. L'affaire concernant Carole a quant à elle suivi son cours. Puisqu'elle allait bien mentalement, elle était simplement malveillante. Daniel m'a serré la main très fort. Nous savions tous les deux que ce n'était que le début d'un long parcours. Le lendemain matin, mon médecin a fixé la césarienne pour la 35e semaine pile, car les jumeaux ne prenaient plus assez de poids. Daniel et moi avons passé notre dernière nuit avant l'opération tous les deux dans le lit d'hôpital, à parler de l'avenir de nos enfants, loin de toute cette folie familiale. Nous nous sommes promis de briser ce cercle infernal et de leur offrir une enfance normale, remplie d'amour, sans drame ni conflit. Quand on m'a emmenée au bloc, Daniel a mis sa blouse stérile et m'a tenu la main derrière le rideau pendant l'opération. À 7h23, notre fils est né, minuscule mais avec des cris vigoureux. 1 minute plus tard, notre fille est arrivée, encore plus petite, mais déjà battante. Daniel a fondu en larmes en prenant nos 2 petits miracles dans ses bras pour la première fois. De la salle de réveil, j'ai aperçu Nathan derrière la vitre, en pleurs, réalisant qu'il devenait enfin grand-père de bébé qui aurait peut-être la chance de le connaître. Les infirmières ont emmené nos jumeaux directement en néonatologie, où ils auraient besoin d'aide pour respirer et manger un certain temps. 3 jours après la naissance, Nathan est venu nous voir avec des nouvelles du procès de Carole. Elle avait été reconnue coupable de violence et de harcèlement, mais n'a écopé que de 2 ans de probation avec obligation de suivre une thérapie. Le juge lui a interdit tout contact avec nous, sauf si nous le demandions, ce qui n'arriverait jamais. Selon Nathan, elle commençait enfin à réaliser la gravité de ses actes, mais son éventuelle rédemption ne m'intéressait pas. 1 semaine plus tard, Emma a apporté le courrier en néonate pendant que je faisais du pot à pot avec mon petit garçon. Une lettre venait de l'établissement psychiatrique de Mélissa. Mes mains tremblaient en l'ouvrant.
Elle s'excusait, mais annonçait aussi qu'elle était de nouveau enceinte de Ryan, d'avant leur séparation. Ryan est arrivé 1 heure plus tard, totalement assommé en comprenant qu'il serait lié à Melissa à jamais, maintenant à travers 2 enfants. Les jumeaux sont restés 3 semaines complètes en néonat, à apprendre à respirer et manger seuls, gagnant en force chaque jour. Grace passait quotidiennement nous donner des nouvelles de la maison à Seattle. Elle m'a montré des photos de la chambre, peinte en jaune pâle avec des nuages au plafond. Elle nous avait trouvé un quartier génial, avec de bonnes écoles et des familles qui ne s'entre-déchiraient pas pendant les baby showers. Emma s'est occupée de tous les papiers du déménagement, transférant les ordonnances de protection dans l'État de Washington, où les lois contre le harcèlement sont plus strictes. Elle a veillé à ce que Melissa ne puisse pas nous retrouver, ni envoyer quelqu'un derrière nous une fois partie de Buffalo. Pendant la 2e semaine en néonat, Ryan est venu avec Delphine pour voir ses petits cousins derrière la vitre. Il l'a portée pour qu'elle regarde les bébés dans leur couveuse, et elle a collé ses petites mains contre la vitre en répétant sans cesse « bébé ». Voir Ryan expliquer doucement à Delphine qu'il s'agissait de ses cousins m'a frappée. Il aurait été un tout autre père, dans une autre vie, sans l'influence toxique de Melissa. Il m'a juré de tenir Melissa à l'écart et qu'il gérerait les visites de Delphine pour qu'on n'ait plus jamais à la croiser. 2 jours avant la sortie prévue des jumeaux, l'équipe psychiatrique de Melissa nous a appelés en urgence. Elle était obsédée par mes enfants, affirmant auprès de tout le monde qu'ils étaient les siens et que je les lui avais volés. Ses délires s'aggravaient malgré les soins, et elle avait déjà tenté de s'enfuir 2 fois pour venir nous retrouver. Le psychiatre a insisté. Il fallait quitter Buffalo dès que les bébés pourraient voyager. Au bout de 3 semaines, les jumeaux ont enfin atteint le poids nécessaire et pouvaient réguler leur température sans assistance. Pendant que Daniel signait les papiers de sortie, Nathan est venu nous annoncer que Linda avait plaidé coupable pour avoir consulté illégalement mon dossier médical. Elle a écopé de 6 mois de prison et a perdu son diplôme d'infirmière à vie, une autre conséquence de cette baby shower désastreuse. 3 jours plus tard, nous avons passé notre dernière soirée à Buffalo. Grace avait organisé un dîner d'adieu chez elle avec les rares membres de la famille qui nous soutenaient encore. Nathan nous a offert un énorme album photo, débordant de souvenirs d'avant que tout ne bascule. À l'époque innocente où nous n'étions que des gamins à jouer dans le jardin, sans la moindre idée de ce que la vie nous réservait. Il nous a promis de passer nous voir à Seattle une fois installés. Pendant le dîner, les jumeaux ont dormi presque tout du long dans leur cosy, chacun les prenant contre lui à tour de rôle, les larmes aux yeux. Grace avait cuisiné ma fameuse lasagne préférée et remplissait les verres de vin, même si personne n'y touchait vraiment. Le lendemain matin à l'aéroport de Buffalo, je poussais la poussette double en traversant la sécurité quand je l'ai remarqué. Melissa attendait près de la porte 12, accompagnée d'une aide médicale, habillée d'un survêtement et d'un sweat à capuche que je ne lui connaissais pas. Son visage, gonflé par les médicaments, trahissait sa fatigue, et ses mains tremblaient alors qu'elle tenait difficilement un gobelet de café. Nos regards se sont croisés au même moment. Son visage s'est décomposé, comme une feuille froissée, et elle a réussi à murmurer quelque chose ressemblant à « Je suis désolée », avant que l'aide ne la fasse pivoter pour l'emmener vers une autre porte d'embarquement. C'est la dernière image que je garde de ma sœur. Dans l'avion, je donnais le biberon aux jumeaux tandis que Daniel faisait défiler sur son téléphone des annonces d'immobilières de quartier à Seattle. De l'autre côté de l'allée, une dame âgée nous adressait de larges sourires et a fini par se pencher pour nous dire « Vous avez de magnifiques bébés, quelle belle famille vous faites ». Elle n'imaginait pas une seconde que nous étions en fait des réfugiés, fuyant notre propre ville. À l'atterrissage à Seattle, mon téléphone s'est mis à vibrer. Emma m'envoyait une rafale de messages. Melissa venait d'être placée en hospitalisation forcée pour au moins 6 mois, après avoir menacé de nous retrouver et de reprendre ses bébés, comme elle les appelait. Ryan avait entamé une procédure pour obtenir la garde définitive, Melissa ayant été déclarée inapte. Les batailles judiciaires allèrent se poursuivre sans nous. Notre nouveau chez nous à Seattle était parfait, baigné de lumière et situé dans une rue tranquille, mais impossible pour moi de vraiment relâcher la pression. Chaque coup de sonnette me faisait bondir, je vérifiais 3 fois les serrures avant de me coucher, et j'épinglais chaque visage inconnu au parc, persuadée que Melissa pourrait envoyer quelqu'un. Daniel a trouvé une thérapeute familiale spécialisée dans les traumatismes et nous a pris un premier rendez-vous pour la semaine suivante. 2 semaines plus tard, Nathan a appelé avec des nouvelles de maman. Elle s'était enfin décidée à commencer une thérapie et admettait avoir laissé Melissa agir ainsi pendant des années. Elle nous avait écrit une longue lettre que Nathan s'est proposé de lire à voix haute. Elle y exprimait de vrais remords, évoquant sa façon de nous avoir dressés l'une contre l'autre, de privilégier l'une au détriment de l'autre et d'alimenter la rivalité entre nous. 1 mois après notre arrivée à Seattle, les jumeaux ont offert leur premier vrai sourire lors d'un appel vidéo avec Grace. Pas seulement des grimaces, de vrais éclats de joie. Grace s'est mise à pleurer sans retenue, puis moi, puis Daniel, tous en larmes devant ces 2 petits visages rayonnants à travers un écran. Ces moments parfaits me rappelèrent pourquoi nous avions tout enduré pour les protéger. Puis Emma a appelé avec une nouvelle qui m'a glacé d'effroi. Melissa avait perdu sa grossesse au cours d'un épisode psychotique, au point d'essayer de se couper le ventre elle-même, persuadée que des extraterrestres avaient placé le bébé en elle. On l'avait transférée dans un établissement psychiatrique de long séjour. Malgré tout ce qu'elle avait fait, j'ai ressenti une profonde peine pour son bébé perdu et son esprit en miettes. Ryan a finalement décidé de partir vivre à Portland avec Delphine et sa nouvelle compagne, assez proches pour que les cousins grandissent ensemble, mais suffisamment loin de l'atmosphère toxique de Buffalo.
Je ne comprends toujours pas comment Melissa a pu nous voir à l'aéroport si elle était déjà censée être en traitement. Le timing me paraît étrange. La retrouver là, encadrée par une aide, précisément le jour de notre départ définitif. On s'est promis de se retrouver une fois par mois pour des après-midi jeux, essayant de reconstruire quelque chose de sain sur les ruines. 3 mois après avoir posé nos valises à Seattle, nous avons reçu les derniers courriers recommandés. Toutes les charges pénales avaient été classées à l'amiable ou par condamnation. Les ordonnances d'éloignement étaient devenues définitives. Notre maison de Buffalo avait été vendue à un jeune couple adorable, ignorant tout du passé des lieux. Le dernier papier confirmait que Melissa resterait internée sans limite de durée, jugée dangereuse pour elle-même et pour autrui. La guerre était terminée, mais personne n'en sortait vraiment victorieux. Reprendre le travail après tout ça m'a paru surréaliste. Dans l'immeuble du centre-ville, les portes vitrées reflétèrent mon visage et j'ai mis un moment à reconnaître la femme qui me fixait. Daniel s'occupait des jumeaux pendant que je répondais à des mails sur des campagnes marketing et des bilans trimestriels. Autour de moi, les collègues discutaient de leurs projets pour le week-end, râlaient sur les embouteillages, sans rien savoir du scandale, du couteau, de tout le reste. À la pause déjeuner, je m'isolais au fond des toilettes pour tirer mon lait, tout en regardant les photos que Daniel m'envoyait des bébés. 3 semaines après mon arrivée, mon chef m'a lancé « Tu veux venir prendre un verre avec l'équipe ?» et j'ai accepté. Me retrouver assise dans ce bar à écouter des gens normaux parler de soucis ordinaires, c'était comme enfiler un costume dans lequel, pour une fois, je me sentais à ma place. Chez la thérapeute, les murs beiges et la machine à bruit blanc imitant le ressac instauraient une ambiance feutrée. J'étais là, à tripoter le coussin, attendant qu'elle prenne la parole, mais les mots restèrent coincés 20 minutes dans ma gorge avant que je finisse par lâcher. Je suis tombée enceinte exprès pour faire du mal à ma sœur. Pas par amour, ni pour fonder une famille, juste par vengeance. Elle n'a pas paru choquée ni dégoûtée, elle a simplement hoché la tête et demandé ce que je ressentais aujourd'hui. Vide, ai-je répondu. Vide, coupable, et malgré tout encore en colère. Elle m'a expliqué que guérir, c'est aussi accepter les parties sombres de notre histoire. Après 6 mois à Seattle, alors que les jumeaux approchèrent de leur premier anniversaire, Nathan a appelé pour demander s'il pouvait venir nous voir. J'ai failli refuser, mais Daniel a pris le téléphone et a dit oui avant même que j'aie le temps de réagir. Nathan s'est présenté chez nous, une boîte emballée à la main, l'air vieilli par tout ce qu'il avait traversé. Il m'a tendu son cadeau, sans oser me regarder, et a murmuré « Carole l'a fait, mais elle n'a pas pu venir ». À l'intérieur, il y avait un patchwork cousu de tissu dans toutes les nuances de bleu et de vert. Dans un coin, une petite enveloppe portait l'écriture de Carole. Je ne l'ai pas ouverte, pas tout de suite. Nathan a passé 1 heure à jouer avec les jumeaux, il les a aidés à souffler leurs bougies, puis il est reparti sans rien demander. Le patchwork a fini dans le placard, pas à la poubelle. 2 mois plus tard, Grace a appelé. Elle avait trouvé un poste à Seattle. En 1 semaine, elle avait déniché un appartement à 3 rues de chez nous et elle venait tous les soirs après le boulot. Elle apportait des plats à emporter et s'occupait des bébés pendant que Daniel et moi, pour une fois, pouvions manger tranquillement. Dès qu'elle passait la porte, les jumeaux se jetèrent dans ses bras. Elle a commencé à garder des couches et du lait en poudre chez elle, au cas où. Ryan aussi est venu, accompagné de sa nouvelle copine, une fille qui ne savait rien de notre histoire et nous voyait juste comme la famille normale du frère de Ryan. On organisait des soirées-jeux, des barbecues, et personne ne parlait jamais de Buffalo, de la baby shower ou de tout ce qui s'était passé avant. Ces 8 mois à Seattle nous ont offert la possibilité de tout reprendre à zéro, comme on aurait dû le faire la première fois. Un soir, alors qu'on faisait la vaisselle, Daniel a lancé, l'air de rien, comme s'il parlait du temps, on pourrait renouveler nos vœux. Cette fois, faire ça bien. Juste nous et les gens qui comptent vraiment. Pas de grandes fêtes, pas de compétition, pas de disputes de famille. Je l'ai embrassé, les mains pleines de mousse, et j'ai dit oui. On a organisé la cérémonie dans notre jardin, avec Grace, Ryan, sa copine et la petite Delphine, que Grace gardait cet après-midi-là. La copine de Ryan a filmé pendant que les jumeaux tentaient de croquer les fleurs que Grace avait cueillies chez elle. Daniel avait écrit ses vœux. Il parlait de se choisir chaque jour, surtout quand c'est difficile. Moi, je me suis contentée de lui dire que je l'aimais, tout simplement. Quand tout le monde est parti, on a couché les jumeaux, puis on a dansé doucement dans la cuisine, sans musique. 9 mois après avoir quitté Buffalo, une lettre est arrivée du centre où Melissa était soignée. L'écriture du médecin expliquait qu'elle allait mieux grâce à la thérapie et aux médicaments. Dans le cadre de son traitement, elle avait écrit des lettres d'excuses à tout le monde. Est-ce qu'on accepterait un contact vidéo supervisé un jour? J'ai rangé la lettre dans le classeur, dans la pochette « Papiers importants », entre les actes de naissance des jumeaux et l'assurance auto. Peut-être qu'un jour je répondrai. Mais ce jour-là n'était pas encore venu. Les jumeaux ont fait leur premier pas le même mardi pluvieux, pendant que je pliais le linge. Un des deux s'est redressé en s'appuyant sur la table basse. L'autre a voulu l'imiter. Ils ont avancé l'un vers l'autre, ont titubé, puis se sont effondrés en éclatant de rire. Daniel a dit que la compétition commençait déjà, et on s'est figé. Puis il a ajouté en riant que la compétition pouvait aussi être positive, comme pour savoir qui ferait les meilleurs câlins ou qui serait le plus gentil. On inventait ensemble de nouvelles règles pour notre famille. Certaines nuits, je rêvais de Melissa.
mais pas de celle qui tenait un couteau. Je rêvais de la sœur qui m'avait appris à faire du vélo dans l'allée, celle qui partageait ses bonbons d'Halloween avec moi, même quand j'avais perdu les miens dans une flaque, celle qu'elle était avant que tout déraille. Je me réveillais en larmes, comme en deuil d'une personne qui n'a peut-être existé que dans mes souvenirs. Daniel me tenait sans rien dire, parce qu'il y a des chagrins qui ne se racontent pas. 1 an à Seattle, 1 an aussi depuis la baby shower. J'ai posté une seule photo sur Instagram, les jumeaux qui riaient au parc, avec la légende « La meilleure revanche, c'est d'être heureux ». J'ai coupé les commentaires avant que quiconque ne puisse répondre. Certaines histoires n'ont plus besoin de public. Le parc près de chez nous avait des balançoires pour bébés et un bac à sable où les jumeaux pouvaient creuser pendant des heures. Daniel les poussait pendant que je m'asseyais sur le banc, mon café à la main, à regarder la famille qu'on avait construite à partir du chaos. Une femme s'est assise à côté de moi et m'a dit qu'on avait l'air si paisible et heureux tous ensemble. Pour la première fois, je l'ai cru. Un jour, les jumeaux connaîtraient leur histoire, quand ils seraient assez grands pour comprendre qu'une famille peut se briser et se reconstruire, encore et encore. Ils sauraient tout sur leur tante, leurs grands-parents et pourquoi nous vivions si loin de là où leur père et moi avions grandi. Mais pour l'instant, ils savaient juste que papa faisait l'avion en les poussant sur la balançoire, que maman avait toujours des petits gâteaux dans son sac, et que leur monde était sûr, petit et plein d'amour. C'était assez, c'était tout. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé toutes ces réflexions avec moi. Quel voyage d'avoir simplement pris le temps d'y penser ensemble. À très vite. Abonnez-vous si vous voulez lire d'autres histoires comme celle-ci.